Et bonjour! Alors, bonsoir, ce superbe éclairage. Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. En fait, c'est pas vrai. On est dans une deuxième partie d'un seul vlog livresque. Cette semaine, j'ai fait dans le vlog précédent, comme vous l'avez su, si vous l'avez pas déjà, l'avez déjà vu, j'ai fait une giga tournée en librairie. Puis, ben, en fait, je vous ai tout présenté ça. Donc, ça a été très volumineux comme segment de tournage. Donc, j'ai décidé de vous faire le vlog en deux parties pour pas que ça dure 3 heures. Alors, me voici donc dans la deuxième partie de ma semaine. Nous sommes le mardi 1er octobre et ce soir, il y a le débat des des coulissiers des candidats à la présidentielle américaine. Puis, j'ose pas trop le regarder, mais je suis un peu dans cette espèce d'ambiance-là d'angoisse politique par procuration parce qu'on est quand même dans un pays, nous autres, qui est limitrophe avec les États-Unis. Donc, c'est sûr que ce qui se passe là, ça peut quand même avoir un impact sur notre suite des choses. Donc, je suis un petit peu fébrile. Je viens de terminer une lecture coup de cœur, 4 albums et jeunesse. Et là, je ne sais pas trop quoi lire. Donc, je vais voir ce que je vais faire. J'ai beaucoup de possibilités. En même temps, demain, techniquement, en livre audio, il y a 2 livres que j'aimerais beaucoup lire qui vont sortir, dont le tout nouveau Daniel Pénac, qui n'est pas un roman, mais qui est comme un peu la genèse de sa saga des Malocènes. Donc, ça s'appelle Mon assassin. Il est disponible en livre audio. Je ne sais pas s'il était déjà disponible en papier. Mais ça paraît demain, puis je vais sans doute essayer de l'écouter. Puis il y a un autre livre que je m'étais mis, puis je me souviens plus c'est quoi. Je vous en parlerai potentiellement, mais qui était aussi en livre audio qui sortait aussi demain. Ça a l'air d'être une date de sortie de livre audio. Donc, peut-être que pour l'audio, je suis un petit peu, je suis bien arrangée pour la semaine. Mais sinon, pour les livres papier, ben, j'en ai encore plein à lire, donc je ne sais pas trop ce que je veux faire. Mais ben voilà. Écoutez, je voulais juste ouvrir ce vlog-ci, pas ouvrir, mais commencer avec vous, cette deuxième partie du vlog. Et puis, ben, on va se revoir tout bientôt de toute façon. Aucune idée quelle durée aura ce vlog-ci, mais si je ne fais pas encore de book call intempestif, puis c'est pas mon intention vu que j'étais un peu intense dans la première partie de ma semaine, ben, ça devrait vous présenter encore plus de peut-être moments de lecture, en fait, finalement, et pas juste de craquage, comme on dit, en librairie. Alors, ben voilà, sans plus tarder, allez, on se lance ça. Bonjour, alors me voici en ce vendredi matin. Comme d'habitude, post-course, post-douche, pré-boulot, douce, ses cheveux. Ben, je viens vous voir parce que j'ai terminé une lecture, entamé une nouvelle et trouvé quelque chose en croque-livre. Donc, hein, ça vaut la peine. Rentabilisation de mon temps. Alors, tout d'abord, j'ai commencé et terminé en une journée la lecture du mois d'octobre du club de lecture des Patreons de Alex Bouquet-Prada. Et là, je dois dire, je dois me confesser Alex Bouquet-Prada parce qu'en fait, c'était bien entendu dans le choix des lectures pour le mois d'octobre, il y avait en fait, c'était sûrement des suggestions de livres un peu épeurants, tendus, qui jouent un peu dans le cerveau. Puis moi, j'ai moins une grande tolérance à ça, fait que j'étais comme, bon, ben peut-être que je vais sauter cette lecture-là. Et ben là, comme la lecture qui a été choisie, c'était une courte lecture, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et vous allez voir, je vais vous en parler. Et bien que ce ne soit pas un coup de cœur, juste dire que je suis super contente d'avoir osé. Jusqu'à maintenant, ce club-là me sort vraiment des zones de confort. Puis celui-là, je ne pensais pas le faire. Puis je pense que c'est intéressant. Ça m'a permis de découvrir j'ai surtout un enthousiasme stylistique par rapport à ça. Donc, le livre, c'est Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman. Je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets. Donc, c'est une mini plaquette de 96 pages. C'est chez Actes Sud. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. J'ai dû vous la lire dans d'autres vlogs, mais comme c'est pas tout le monde qui les écoute nécessairement en rafale, c'est parti pour la quatrième. En mal d'inspiration, un scénariste a loué pour sa famille une confortable maison de vacances isolée dans les montagnes allemandes. Prendre un grand bol d'air pur, aplanir ses difficultés conjugales, avancer sur son nouveau scénario, il espère bien que cette retraite hivernale portera ses fruits. Mais l'euphorie des vacanciers tourne vite court.
La maison semble baignée d'une atmosphère étrange, et bientôt, dans le carnet de travail du scénariste, les bribes d'un scénario mal engagé côtoient le récit de plus en plus angoissé de ses journées. Les pièces ne sont plus où il s'en souvenait, et la construction de la maison semble défier les lois de la physique. Jusqu'au jour où d'autres mots que les siens barrent les pages de son carnet. Va-t'en! Conte fantastique et moderne, tu aurais dû t'en aller invente avec vigueur et virtuosité une nouvelle manière de raconter l'horreur. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez que c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et ce livre-là, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. Premièrement, parce que c'est un court livre. Deuxièmement, parce que l'intérêt dans ce livre-là, justement, c'est que ça joue avec les perceptions des lecteurs et qu'il n'y a pas vraiment d'interprétation officielle du livre. Hein? Donc, comment on pourrait en parler? Vous avez vu la prémisse, puis c'est suffisant pour que vous puissiez vous orienter. C'est bien entendu un roman d'ambiance. Le narrateur, ça va être le fameux scénariste. Et sa narration va être vraiment spéciale. C'est d'ailleurs une des caractéristiques qui est intéressante, mais aussi déroutante pour ce livre-là. C'est que ça va être présenté un peu sous forme de journal, comme c'est indiqué, parce qu'en fait, il tient un carnet parce qu'il essaie de travailler sur son scénario, mais en même temps, il se met aussi ses repères pour ses journées qu'il a passées là-bas, donc avec des dates et tout. Donc, c'est quand même une narration qui est la lecture d'entrée de journaux et qui est complètement dans le chaos, parce que c'est vraiment comme un carnet un peu à tout écrire, comme je pourrais dire. Il va y avoir des bouts de scénario qui s'enchaînent avec des moments du scénariste, de la journée que le scénariste a vécu puis qu'il raconte. Et tous les dialogues sont, à part dans le scénario, qui sont des dialogues spécifiques, en fait réguliers avec des tirets et tout. Dans tous les autres, c'est des dialogues indirects. Donc, ça va être le narrateur qui dans le fond, rencontre d'un dialogue qu'il y a eu. Des fois, il y a quand même une entrée un peu en dialogue direct, mais la plupart du temps, c'est plus en mode narration indirecte. Et c'est sûr que ça ajoute un peu à la confusion pour le lecteur. Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, oulala. Puis en plus, comme c'est un carnet un peu en vrac, ça va arriver souvent que des fins de chapitre se terminent, je ne sais pas si je peux en trouver une, mais ça va se terminer des fois sur même des mots, des phrases non complétées, des mots non complétés. Vraiment comme si on est en train d'écrire quelque chose, bon, comme par exemple, celui-ci qui est dans le chapitre, ben, il n'y a pas de chapitre, mais une des entrées. Puis ça se termine ici sur un dialogue du scénario. Et comme vous pouvez voir, ça finit et je lui réponds, mais il n'y a pas de point, puis c'est pas une erreur. C'est comme si le dialogue s'interrompait en plein milieu. Donc, déjà en partant ce parti pris-là que l'auteur a pris de mettre le lecteur dans la tête complètement du scénariste, c'est déjà, à mon avis, très original, très efficace. Parce que comme c'est un roman d'ambiance par narrateur interposé, bien, on va vivre en fait au fur et à mesure que les choses avancent la montée de tension que le scénariste va vivre lui aussi. Donc le personnage principal va vivre. On va avoir son point de vue à lui seulement. Donc, étant donné que ça va être des choses qu'il va constater qui sont assez inexplicables, comme vous pouvez voir dans le 4e de couverture, ben on a juste un point de vue, donc ça nous limite un peu dans cette espèce de vision tunnel-là, donc ça nous enferme aussi dans cette espèce de vertige, de torpeur-là dans lequel le personnage principal est plongé. Ça nous brouille un peu les ondes de notre raisonnement logique et notre cerveau a beau se battre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comme on n'a pas d'autres indices, on est comme un peu pris là-dedans. Donc c'est vraiment la recette parfaite pour en fait faire monter une tension et à la limite construire un roman qui est glauque et qui peut faire un peu dans l'horreur. Cela dit, dans le fond, la notion d'horreur là-dedans, elle va se trouver ailleurs. Je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas vous divulgacher, mais c'est quand même un roman qui, à la fois par son choix de narration, sa structure de récit et les éléments qui sont mis de l'avant, dans le fond, donc, c'est-à-dire la frontière complètement perméable entre le réel et la fiction pour le personnage principal, puisqu'on est dans sa tête qui est en train de rédiger un scénario versus qu'est-ce qu'il relate là. Ces partis pris-là créent en tant que tel une forme d'horreur. Je vous avertis tout de suite, on n'est pas dans le genre Chucky, les gros films d'horreur, mais c'est presque pire. Donc, dans le sens où justement, c'est pas des repères connus, c'est pas des repères desquels on peut se dissocier en disant bah c'est beau, c'est gros, c'est pas crédible, c'est beau, je décroche. Pas du tout. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous torture le cerveau et jusqu'à la toute fin, surtout dans le dernier quart, la montée de tension se fait, mais c'est surtout que la confusion s'installe à l'intérieur du personnage, donc à l'intérieur du lecteur. Et là, en fait,
l'auteur fait douter tout le monde, à la fois le personnage et le lecteur, de ses perceptions complètement. Donc, on est vraiment plongé dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qui se passe là, est-ce que c'est possible, est-ce que ça doit être possible ou est-ce que c'est correct si c'est pas possible. Puis ensuite, plus ça avance, puis plus les fils se rattachent à rebours dans qu'est-ce qu'on a perçu de l'histoire. Donc, je pense pas que je peux vous en dire plus que ça. Vous voyez, je suis un peu fascinée. Donc, c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas nécessairement, vous savez, là, moi, les livres, les romans d'ambiance comme ça, avec des fins ouvertes, c'est moins, ben là, je dis ouvertes, mais en tout cas, des fins à interpréter, disons, c'est moins ma tasse de thé. Mais là, sincèrement, j'ai eu un coup de cœur stylistique, disons, mais pas nécessairement par rapport au genre, au livre en tant que tel, mais ma foi, en 96 pages, avoir fait ça, avoir eu l'audace de choisir ce type de narration-là, avoir réussi à placer le lecteur dans la tête du personnage principal qui est en état de confusion totale, à voir à la fois jouer avec des attentes qu'on peut avoir, puis de pas tout nécessairement aller dans l'inattendu. Donc, on va quand même dans des choses qu'on peut se dire, ah, ben, j'imagine que ça va être ça, mais toujours quand même nous garder sur la corde raide pour faire en sorte de dire, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça? C'était, à mon avis, fait avec brio. Donc, vraiment, sincèrement, cet auteur-là, je ne sais pas si tous ses livres ne sont pas aussi glauques et grinçants, je serais intéressée à en lire d'autres de cet auteur-là. Donc, d'ailleurs, j'ai quelqu'un ici, là, dans les auditrices qui mentionne qu'il a emprunté un livre de Daniel Kehlmann. Donc, je l'invite à indiquer en commentaire si jamais cette lecture-là se passe, comment la lecture s'est passée. Est-ce qu'il y a encore autant d'originalité stylistique dans la plume de cet auteur-là, ou c'était vraiment comme un one-shot. Il a fait un essai littéraire, un essai en fait de style littéraire, puis c'était seulement pour celui-là, mais peu importe, ça m'a vraiment fascinée. Donc, voyez-vous, je partais vraiment à reculons pour cette lecture-là. Je l'ai faite parce que je me suis dit, allez, Marie-Soleil, joue le jeu, c'est correct. Et je l'ai joué. Et merci Alex Bouquetin-Prada d'avoir osé proposer des choses comme ça, même à des gens qui, comme moi, sont vraiment pas à l'aise dans ce genre dans ce genre-là. Ça reste que 96 pages, c'est quand même tolérable. Puis, comme je vous dis, on n'est pas dans l'horreur pure. On est dans une horreur qui est encore plus troublante. Mais c'est pas de l'horreur, mettons, de clown caché. Hein, n'est-ce pas? On va y aller comme ça. Donc, par contre, il y a une petite parenté peut-être avec Stephen King, dans le sens où c'est vraiment un auteur, Stephen King, qui joue dans la tête du lecteur. Puis c'est un petit peu ça qui est quand même fait dans ce roman-là. Mais évidemment, on est complètement à l'opposé de Stephen King. On n'est pas dans le gros pavé, on n'est pas dans la grosse brique à lire. On est plutôt dans la petite plaquette et l'opuscule audacieux. Et ensuite, je suis en train de lire, en fait, pas de lire, je suis en train d'écouter en livre audio. La journée même de sa sortie, finalement, j'ai réussi à y avoir accès parce que via la plateforme nextory.fr, et c'est pas sponsorisé du tout, là, c'est juste moi qui est abonné à cette plateforme-là. En fait, le livre audio du plus récent, Daniel Pénac, vous me connaissez, je suis vraiment amoureuse de Daniel Pénac, donc son plus récent qui s'appelle Mon assassin, de Daniel Pénac. Je suis en train de l'écouter, c'est lu par l'auteur, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, je suis complètement accro aux versions audio des livres de Daniel Pénac, parce que non seulement sa plume, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est un grand lecteur audio, disons, donc c'est quelqu'un qui a jadis enseigné, puis a toujours enseigné par le biais de la lecture à voix haute, donc on sent qu'il y a vraiment l'aisance à captiver son public, entre guillemets. Et je vous en dirai pas trop de ce livre-là, parce que dans le fond, je vais le terminer, mais je devrais le terminer aujourd'hui, donc je vais vous compléter ça. Mais en gros, ce que je peux vous dire de ce livre-là, c'est que c'est vraiment un livre compagnon. C'est-à-dire que si vous avez jamais lu la saga Malocène, c'est peut-être pas exactement un livre qui va aller chercher pour vous, qui va vraiment susciter pour vous un intérêt, à part par la plume de Daniel Pénac. C'est à mi-chemin entre un essai et un peu des mémoires, mais des mémoires de création. Donc, un petit peu comme ça. C'est très court, donc je vous en parle dès que je l'ai fini, mais jusqu'à maintenant, je passe un très bon moment. Sinon, quand je suis passée dans un croque-livre il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Alors, il y avait un tout neuf format poche de Joël Dicker, qui est L'énigme de la chambre 622. J'ai lu seulement La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je sais qu'il y a une espèce d'enchaînement, un peu comme en trilogie. Je crois que ça implique La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il me semble que c'était le livre des Baltimore, puis le dernier, il me semble. L'affaire Alaska Sanders. Donc, je ne sais pas si celui-là, c'est un one-shot, mais je pense que oui. Si jamais vous avez lu Joël Dicker, dites-moi-le. Mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture à l'arrière. Donc, je l'ai faite parce que je n'étais pas sûre pour Joël Dicker. Il est très populaire. Et puis, j'ai beaucoup résisté. En fait, j'ai résisté très longtemps à lire Joël Dicker, puis sa plume m'a vraiment bien plu.
Je sais quand même que c'est un peu comme le principe que si on a lu un Joël Dicker, ça se ressemble quand même, mais j'étais quand même fascinée. C'est toujours des briques, mais bon. Alors, je vous lis la quatrième pour celui-ci qui est vraiment l'énigme de la chambre 622. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangles amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Voilà, alors ce que je comprends, c'est que c'est quand même quelque chose qui est à part, peut-être à la limite un peu des bouts en autofiction. Donc ça, c'était ma petite trouvaille, donc en croque-livre, que je vais ajouter avec joie à ma pile à lire. Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à tout bientôt parce que je vais devoir quitter pour le boulot. Et je vous tiens au courant, bien entendu, de quand j'ai terminé ma lecture de Pénac. Ça se peut que je m'enligne vraiment sur des livres finalement qui ont un lien entre la fine ligne entre le réel et la fiction, parce que je me rends compte que le Daniel Kehlmann que j'ai lu là, c'est quand même ça un peu qui est au centre. Le tome compagnon que je suis en train de lire de Daniel Pénac, c'est également un peu, sans trop vous dévoiler, un lien entre la limite entre le réel et la fiction. Et j'ai un autre livre audio que j'ai envie d'écouter, qui est le plus récent, Fabrice Caro, que j'adore. Si vous ne connaissez pas Fabrice Caro, qui est Fab Caro aussi dans les BD. Habituellement, on est toujours un peu dans l'absurdité littéraire et en effet, habituellement, beaucoup de jonglage entre le réel et la fiction. Donc peut-être que ce sera un mini-vlog thématique sans que je le sache. Alors, sans plus tarder, je vous dis à tout bientôt! Et bonjour, alors me voici dans la savoureuse studio mobile avec un éclairage partiel bizarre de soleil de fin d'après-midi. Alors, je vous dis coucou parce que j'ai terminé d'écouter le tout récent, le tout dernier opuscule de Daniel Pénac, je ne savais pas comment le qualifier, qui s'appelle Mon assassin. Donc, je l'ai écouté en livre audio, comme je vous disais, un peu plus tôt. C'est raconté par l'auteur. Et ça m'a beaucoup plu. J'avais un peu peur quand j'ai commencé parce que, comme je vous disais, c'est un tome compagnon, c'est-à-dire que c'est la genèse, en fait, de Les Malocènes, mais c'est aussi la genèse de Daniel Pénac, écrivain, la genèse de ses impulsions de création, de ce qu'il peut avoir un peu comme en fait, de tous les fils qui relient sa fiction à sa réalité. Donc, j'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que je veux vraiment savoir est-ce que je veux vraiment savoir qui sont vraiment les personnages dans la saga des Malocènes, dans le sens, est-ce que c'est des pures créations, est-ce qu'ils ont des fondements dans la réalité de Daniel Pénac? Et finalement, comme toujours, c'est toujours aussi bien écrit. Oui, il y a des références directes à des personnages clés, mais c'est bien cousu, en fait, donc on va quand même alterner. Ça reste quand même, encore une fois, une espèce de roman-essai, parce que en parallèle de la narration de l'auteur Daniel Pénac concernant la genèse des personnages de la saga des Malocènes et, comme je vous disais, plus son histoire de créateur, de littéraire, bref, hein, de celui qui s'arme d'un crayon pour affronter la vie. On va suivre l'histoire de l'enfance du dernier meurtrier qu'on va rencontrer dans la saga des Malocènes, donc dans le second tome de Terminus Malocène. Et on va, dans le fond, il nous amène un peu avec lui sur comment il a pu bâtir le passé de ce personnage-là pour que ce personnage-là se mette à exister finalement dans ce tome-là. Et en fait, ce qui nous explique aussi, c'est que tout n'est pas toujours dans un sens ou dans l'autre. Donc, des fois, à la fois, la réalité va nourrir la fiction, mais la fiction, des fois, peut faire un clin d'œil à la réalité involontairement. Donc, c'est super intéressant. C'est sous forme de bribes, c'est des très courts chapitres. Et comme je vous dis, on alterne, ce qui fait qu'on a quand même une espèce de mystère. Parce que, dans le fond, dans le passé du fameux meurtrier dont il nous parle, il nous raconte en fait son premier coup qu'il a fait plus jeune. Donc, il y a quand même un mystère. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait ça et tout. Donc, c'est intéressant d'alterner les deux. Donc, par le biais de la fiction, il nous explique comment, en fait, il nous raconte, parce qu'il ne nous explique pas, c'est ça la différence avec Daniel Pénac, il nous raconte comment il a créé cette saga-là et ce que ça a voulu dire pour lui. On a des petits, on a des petits regards sur sa vie privée, mais c'est toujours fait assez avec délicatesse et tout.
je sais pas, ça m'a laissé... ça m'a laissé un doux goût je sais pas, de connu, de nostalgie, de tout ça en même temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comme cela dit, je pense quand même que c'est assez niché comme opuscule de Daniel Pénac. Parce que oui, il y a quand même beaucoup... C'est intéressant au niveau de comment il nous raconte un peu comment il fait sa création, puis comment il est absolument pas parfait comme écrivain non plus, puis qu'il y a beaucoup d'inspiration de la réalité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent un peu par hasard, mais que finalement il saisit au vol. Mais en même temps, ça dévoile quand même certaines choses. En fait, ça fait beaucoup des références directes à la saga des Malocènes, donc je pense quand même qu'il faut avoir lu les Malocènes pour en profiter au maximum. Mais c'est super comme... On se sent privilégié comme lecteur de la saga des Malocènes d'avoir accès à cette espèce de behind the scene un peu. Donc, ce saga des Malocènes en coulisses un peu. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Petit opuscule, toujours aussi bien écrit, plume toujours, qui s'adresse directement au lecteur, comme même dans ses romans. Une plume qui est accueillante, qui est fleurie, mais accueillante, puis qui permet à tout le monde de s'y plonger sans trop se poser de questions, puis qui réussit toujours à raccrocher l'attention de tout le monde, même si à un moment donné on divague un peu. C'est vraiment, c'est sa force, Daniel Pénac. Je sais pas si c'est son ultime tome d'écriture, j'espère que non, mais bon, on sait jamais. Donc, on en profite quand ça passe. Alors, superbe lecture. Vraiment, comme je vous dis, belle façon d'approcher la fine ligne entre la réalité et la fiction, mais surtout le travail de création. Pas que je n'étais pas nécessairement au courant de certaines choses, mais c'est juste que là, on peut connaître ça en général, mais là, en plus, c'est spécifique à un auteur, donc vraiment intéressant. Voilà. Donc là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'entame finalement en dernière lecture de ce vlog-ci potentiellement? Le très court aussi, nouveau Fabrice Caro, comme je vous disais, qui s'appelle Fort Alamo, qui a tendance, en fait, qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est dans une file d'attente puis qui se fait doubler par quelqu'un dans la file d'attente. C'est ce que j'ai compris. Puis que là, à travers tout ça, on va comme un peu avoir accès à sa vie, son intériorité et tout. Mais j'imagine avec l'humour habituel et absurde et fin et hilarant de Fabrice Caro. Je pourrais lire ça. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de lire. Donc, je vais vous revenir de toute façon là-dessus. Là. Mais je voulais au moins comme vous parler de ce fameux Pénac-là. Puis aussi dire à ceux qui peut-être commencent à connaître Pénac, c'est peut-être pas le premier livre avec lequel je vous suggère de vous faire les dents parce que c'est vraiment comme un cadeau au lecteur de la saga des Malocènes. Donc, peut-être pas tout à fait pour vous, mais pour ceux qui ont lu Malocène, on y retrouve tout ce qu'on aime de Malocène, même si c'est sous forme d'essais. Mais comme vous savez, ces essais, comme un roman, puis Chagrin d'école, ben ça se lit pas mal comme des romans. Donc, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, ben, je vous dis à tout de suite pour vous. Puis, ben, moi, je vais voir ce que je vais choisir comme lecture. Puis, ben, je vous en reparle, hein, vous savez. Allez, à tout de suite. Hey, bonjour, alors on se fait un petit coucou, on est samedi et je viens de terminer mon autre lecture qui était une lecture audio aussi et c'est celle que j'avais pensé faire, c'est-à-dire le tout nouveau Fabrice Caro, donc qui est Fort Alamo et je l'ai vu en livre audio, qui n'était pas lu par l'auteur, par contre c'est lu par Thomas VLD, je me souviens plus. Bref, je l'ai eu en version audio. Il n'est pas encore sorti au Québec et même en France, je pense, la parution n'est pas encore faite. Oui. Je sais pas quand c'était censé sortir. Je pense que ça sortait le 3 octobre, la version papier. Mais bref, je voulais la quatrième de couverture pour que ça vous donne un petit peu une idée. Alors qu'autour de moi tombaient les corps, Fort Alamo était en passe d'être pris. Devant la caisse du supermarché, Cyril maudit en silence le type qui l'a doublé l'air de rien. Quelques minutes plus tard, le resquilleur s'effondre sur le carrelage, foudroyé. Pour Cyril, père de famille sans histoire, c'est le début d'une série de faits similaires qui le plongent dans une angoisse existentielle. Ou est-ce plutôt la disparition récente de sa mère? La nécessité de vider la maison de son enfance? À moins que ce ne soit Noël qui approche, les cadeaux à trouver, le repas chez la belle-sœur. Avec toute son énergie, chez la version audio, Thomas VDB nous entraîne dans la peau de ce narrateur qui mêle humour et mélancolie, acidité et tendresse. Donc, désolé pour la petite pause, je n'avais pas réalisé que je vous lisais le résumé qui était associé à la version audio, mais ça tombe bien.
Alors, voilà le scénario proposé par Fabrice Caro. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était troublant. C'était pour moi un peu plus... C'était un peu différent, je pense, des autres Fabrice Caro. J'avais lu, il me semble, le discours 2-3 dans ses écrits. Je l'ai connu, par exemple, Fabrice Caro en tant que Fab Caro pour les bandes dessinées, particulièrement dans Zai 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 Zai. Si jamais vous avez jamais vu ça, ça vaut la peine. Mais là, dans le fond, dans tout ce qui est... C'est mon chat qui gratte, désolée. Dans tout ce qui est roman, on retrouve quand même, comme je vous disais, le côté absurde, rigolo, humour caustique que Fab Caro a dans les bandes dessinées, mais c'est doublé toujours une grande émotion qui est camouflée un peu sous, justement, des répliques un peu acerbes, entre guillemets, ou des répliques maladroites et tout. C'est le cas aussi dans Fort à l'amour. Puis c'est plus particulièrement... je vous disais que c'était peut-être un vlog thématique entre réalité et fiction, mais là, particulièrement, ce qui se passe, c'est que on sent que Cyril est un homme en perte de sens. Au départ, ça a l'air d'être anecdotique parce qu'on a l'impression vraiment que c'est lié à le choc qu'il y a eu quand, justement, il était à l'épicerie, quelqu'un le dépassait dans la file, puis juste un peu après, il tombe par terre, puis là, dans le fond, Cyril fige, il agit pas, il part en courant, puis là, il se dit, ça y est, c'est ma faute, la personne est morte. Puis la personne est morte genre d'un AVC, puis c'est ma faute. Puis là, il va partir là-dedans. Puis c'est sûr que là, quand on commence comme ça, c'est sûr qu'on a accès à l'intériorité du personnage principal. Puis nous, comme lecteurs, on est comme, OK, mais en même temps, ça semble pas super rationnel. Puis le personnage principal est conscient que c'est pas super rationnel. Puis là, plus ça va aller, puis plus il va avoir des morts autour de lui. Puis, étant donné que la première fois, il y a eu un choc, bien, pour lui, ça va seulement s'ajouter, puis ça va seulement s'additionner, puis faire en sorte que son hypothèse est quand même probable. Mais ça ne le rassure pas plus que ce soit probable parce qu'il a l'impression que dès que quelqu'un l'agace ou dès que quelqu'un l'énerve ou le met hors de lui, dans la seconde d'après, il tombe mort. Puis c'est vérifié, entre guillemets, pour lui, dans sa logique à lui, par le fait que c'est arrivé avec, entre autres, une de ses collègues de travail, c'est arrivé avec, d'autres personnes. Fait que pour lui, c'est comme s'il se dit, ben mon cerveau cartésien me dit qu'il n'y a absolument pas de lien de cause à effet, mais là, on dirait qu'il y en a un. Et à part ce fil-là, qui est comme le fil principal, où on va essayer de voir, est-ce que ce personnage-là, en fait, a ce don-là de, malheureusement, faire mourir les gens d'un AVC, les gens qui l'ont énervé, même pour des broutilles, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache là-dessus? En parallèle, on va surtout l'entendre s'exprimer de façon intérieure, bien entendu, parce que c'est vraiment un personnage qui, on sent, a sa facette publique et sa facette privée. Puis c'est pas quelqu'un qui a l'air d'exprimer beaucoup ses émotions. Donc, nous, on a accès aux deux. Puis dans le fond, on va l'entendre comme vivre, en fait, le deuil. On comprend, en fait, que le deuil de sa mère l'a finalement vraiment frappé fort. Puis, là, il est confronté au fait qu'il faut qu'il vide la maison avec son frère. Son frère a l'air pressé de le faire, mais ça, c'est sa perception à lui, à Cyril. Puis lui, il est comme on dirait pas prêt, mais en même temps, il sait bien qu'il faut qu'il vide la maison, mais là, il a l'impression que c'est comme toute son enfance qui s'en va. Puis il avait l'air très attaché à sa mère. Donc ça, c'est en arrière-plan. Il n'y a pas nécessairement de liens qui se font, puis il n'y a pas nécessairement de liens qui vont se faire. C'est juste qu'on a ça comme en arrière-plan. Puis en même temps, on sent qu'il vit des choses par rapport à son frère qui a toujours été plus en contrôle que lui, sa belle-sœur qui n'est pas capable de sentir, un giga sentiment d'inadéquation générale au travail, dans sa famille, par rapport à la société. Même il a l'impression qu'il n'est pas capable d'acheter des cadeaux de Noël parce qu'il ne sait jamais quoi offrir aux gens. Puis en fait, tout ça culmine, puis plus il se sent comme ça, puis plus malheureusement pour lui, sa route croise des moments où il y a des gens qui l'ont énervé, puis ils vont tomber morts. Donc on va vraiment le suivre dans cette espèce de spirale dans laquelle il va se faire entraîner. Et ce qui est intéressant, parce que j'ai trouvé habile, c'est que c'est, à mon avis, un des livres qui montre un peu plus de vulnérabilité, mettons, des personnages. Donc, c'est pas sans me déplaire. En même temps, on garde vraiment l'humour, puis c'est toujours dans l'intériorité des personnages, comment il va nous décrire les situations, qu'il s'auto-passe des petits commentaires, puis à la fois le triste côtoie le ridicule, puis ça, c'est très Fab Caro. Donc, en même temps, on sourit, puis la seconde d'après, on est comme « Oh my God, c'est donc bien triste ». Puis, il y a des fois où on a l'impression qu'on est agacé par le personnage principal parce qu'il agit vraiment de façon complètement irrationnelle. En même temps, plus ça va, puis plus on change de perspective, plus on se dit « Ah oui, mais en même temps,
est vraiment comme en deuil, puis il est en souffrance, puis ben, on dirait qu'il ne sait plus qui il est, on dirait, et tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment un livre qui joue justement sur le changement de perspective, puis euh, à la fois en faisant passer le lecteur de l'intériorité du personnage à son personnage extérieur qui est social, ou du point de vue, en fait, du point de vue des autres un petit peu, mais c'est toujours narré par le personnage principal. Donc, il y a cette partie-là qui va être là, mais en même temps, le changement de perspective, ça va devenir aussi concrètement un outil que le personnage principal semble avoir trouvé pour essayer de contrer cette malédiction-là qui l'afflige. Donc, sans trop vous en dire plus, parce que ça reste que c'est comme une tranche de vie, c'est comme, comment on pourrait dire ça? C'est comme un, je dirais que c'est pas un Love Actually grinçant, mais un peu. C'est qu'on se sent vraiment dans l'esprit des fêtes, ça se passe avant Noël, en même temps, tout est en fait, rien est vraiment festif, mais en même temps, tout le monde va relativement bien, globalement, ça a l'air de bien aller, mais plus ça va, puis plus on a un petit peu, on a l'impression de deviner un peu plus le drame de chacun, mais tout ça toujours avec l'espèce de ben oui, de verbe aussi, de verbe humoristique, puis assez juste de Fabrice Caro. Donc, j'ai lu des recensions, on dirait que les gens n'ont pas tant aimé cet opus-là jusqu'à maintenant, mais en même temps, il vient juste de sortir. Je pense que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins dans la grosse satire ironique, ouvertement ironique, et un peu qui tient un peu la réalité, pas la réalité, mais les choses un peu plus profondes à distance des premiers romans qu'il a fait. Mais moi, je l'ai trouvé un peu plus, je sais pas plus vrai, mais on s'attache vraiment plus au personnage, puis on a vraiment le goût de dire comme prends le temps de t'arrêter 2 secondes, puis juste comme pense-y un peu. Pense à toi. Arrête de t'en faire. En même temps, on se met à la place du personnage qui a vraiment l'impression que il cause la mort des gens. Donc, c'est terrifiant pour lui parce que c'est pas nécessairement, oui, c'est des gens qui l'énervent au départ, c'est des gens qu'il connaît pas, mais là, plus ça va, plus il se dit, ouais, mettons que c'est quelqu'un que j'aime, puis que là, il m'énerve ponctuellement pour une chose mineure, puis que là, finalement, ça fait que la personne meurt. Donc, c'est spécial. Ça avance aussi beaucoup, comme je vous dis, dans le côté un peu santé mentale, indirectement, parce que, ben, c'est ça, il est dans un deuil, il est dans une croisée des chemins. On sent que son équilibre mental est un petit peu, son élastique est pas mal étiré jusqu'au bout, mais c'est jamais ouvertement dit. C'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça super appréciable. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié à la fois le style, qui n'est pas tant différent, comme je dis, du style de l'auteur. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de profondeur, à mon avis, dans celui-là. Puis les sujets abordés, puis comment c'est abordé, mais c'est quand même vraiment déroutant parce que on va souvent suivre le personnage. Sa narration de la réalité va souvent être immédiatement collée à ce qu'il imagine de la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il pense qui est le contexte des gens qu'il va rencontrer ou qu'est-ce qu'il pense qui l'attend à un événement qui le stresse. Donc, on sent qu'il y a pas mal d'anxiété chez cette personne-là. Donc, et c'est vraiment, encore une fois, une espèce de combat entre la réalité et la fiction. Puis, on n'a pas nécessairement toutes les réponses. Donc, je pense que c'est un peu le thème quand même de ce vlog-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Si jamais ça vous dit, vous pouvez le faire. Comme je dis, par contre, je trouve quand même que c'est pas celui qui est le plus typique de Fabrice Caro. Mais ça vaut le coup si vous voulez en essayer un qui est peut-être un petit peu plus, comme je vous dis, qui touche quand même des thématiques assez profondes. Mais en même temps, il faut accepter que on est toujours dans l'absurde avec Fab Caro, puis il ne faut pas chercher à tout comprendre au complet. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que c'est les personnages qui m'ont quand même plu, mais surtout le cheminement intérieur du personnage principal qui était comme délicieusement imparfait. Puis c'est ça qui faisait qu'on y croyait parce que dans la vie, on n'est pas comme. On rentre pas tous dans des cases, puis on est souvent délicieusement imparfait ou pas du tout délicieusement, mais imparfait quand même. Donc, ben voilà, ça c'est ma lecture que je viens de terminer. Là, c'est sûr que on approche, en fait, on est samedi en temps normal, j'ai pas mal clos toutes mes lectures, pas mal clos le vlog à cette période-ci. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il est quand même assez court. C'est sûr, je vous en ai mis un très long en cours de semaine, donc là, il est un peu plus court. Si jamais je lis d'autres choses ce soir, peut-être une petite lecture courte, là, je sais que j'avais un manga, je suis pas bien bonne, celui-là ici, qui était le manga de Chéri de Sèvres, le label Le Renard Doré, qui était La forêt magique de... Je vais vous mettre la vignette. Faut que je le rende à la bibli demain, donc peut-être que je vais lire ce soir. Si je lis ce soir, ben je vous laisserai savoir ce que j'en ai pensé. Puis ben après ça, on se dira au revoir, ou en tout cas, on se dira à la prochaine. Donc, en espérant qu'on se recroise avec une autre lecture, puis sinon, ce sera juste pour clore le vlog.
Allez, à tout de suite! Bonjour! Alors, je vous reprends super rapidement en ce dimanche matin, donc d'où ma tête de matin, parce que finalement, hier, j'ai décidé de lire le fameux manga dont je vous avais parlé, c'est-à-dire La forêt magique de Oshigahara. Et c'est de Iwaoka. C'est chez le label Le Renard Doré aux éditions Rue de Sèvres. Et je l'ai commencé hier soir, puis finalement, je l'ai fini ce matin. Je vais vous lire la quatrième de couverture, puis après ça, je vais vous en parler. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune garçon prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine, qui se révélera aussi tendre que déchirante. Alors voilà, je vais quand même vous montrer quelques planches. C'était un manga qui m'avait attiré par sa prémisse, même si je ne suis pas nécessairement du type légende philosophico-fantastique, mais aussi parce que le dessin de manga était assez épuré. Puis vous connaissez, moi je suis un petit peu plus de type épuré, un peu moins shonen, plein d'accents, blablabla. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple peut-être pour vous montrer que... Oui, il y a quand même des compositions qui sont potentiellement audacieuses aussi. Des pleines pages. Alors, j'ai aucune idée comment je peux faire pour vous résumer ce tome-là. Je vais vous laisser avec la quatrième de couverture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais un peu d'appréhension. Ça fait longtemps que je veux lire ce livre-là. Il me semble que c'est soit le premier titre ou dans les premiers titres du label Le Renard Doré, chez Rue de Sèvres. Le Renard Doré qui est un café en fait à Paris, puis maintenant qui est un café et un... Attends, avant, c'était pas un café. Une boutique de manga à Paris. Et maintenant, il y avait un pendant café. Et c'est tenu, entre autres, par Michael Brun-Arnaud, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup pour, justement, son fameux les... Quelque chose de la forêt. Les... Mon Dieu, j'ai un petit blanc. Je vais vous mettre une petite vignette. Et quand j'ai entendu qu'en fait, il allait partir ce label-là, donc elle est en charge de ce label-là chez Rue de Sèvres, j'adore les éditions Rue de Sèvres, puis j'étais bien curieuse de voir quel genre de manga il allait choisir. Puis je voyais que c'était un peu différent. Il y avait quand même des mangas pour les tout petits enfin, ce qui est pas toujours, c'est pas toujours facile d'avoir des mangas pour les tout petits. Ben le tout petit, je parle, mettons, âge primaire, début primaire, sans que ce soit, mettons, juste des chats. Souvent, c'est un petit peu comme redondant. Là, je voyais qu'il y avait un peu d'audace, puis là, ici, il s'en fait vraiment plus dans quelque chose, il y a plus qu'un tome, puis on était plus dans le fantastique, donc ça m'avait gros intriguée. J'étais patiente, j'ai attendu qu'il vienne à la bibliothèque, mais j'ai commencé à avoir des recensions qui étaient soit très bonnes ou dubitatives. Entre autres, je pense Rêve ta vie en lecteur qui avait abandonné, je pense, le tome en cours de lecture parce qu'elle trouvait que elle n'arrivait pas vraiment à embarquer. Puis pourtant, c'est une lectrice de fantasy et de fantastique. Donc là, ça m'a fait un peu épeurée. Puis quand j'ai commencé, je comprends pourquoi. Donc, mise en contexte, c'est un tome de mise en contexte. C'est un premier tome. Donc, jusqu'au dernier tiers, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on découvre les lieux, donc une maison dans la forêt. On découvre le fameux Seishi, qui, je dis sans doute son nom terriblement, je suis désolée pour l'accent, qui vit, semble-t-il, au sein de cette maison-là et au cœur de laquelle arrive soudainement un coq qui s'appelle Jaune, Joe, et qui arrive là un peu comme pour... parce qu'il vient pour... En fait, il cherche sa mère qui était en fait un chien. Juste déjà en partant, ça vous met un peu mélangé. C'était comme un poussin qui a été élevé par un chien de la maison. Puis finalement, quand le poussin est devenu un coq, ben, la famille n'a pas vraiment pu le garder parce qu'il allait dans un appartement et tout, puis il ne pouvait pas avoir un coq. Bref, cet animal-là parle, puis Seishi le comprend, puis il comprend qu'il y a une quête. Puis on comprend rapidement que Seishi, c'est un enfant. Ben, c'est un enfant. C'est comme un genre de jeune garçon, mettons peut-être un début ado. Et que, premièrement, il est spécial parce qu'il a l'air de comprendre le langage des animaux. Deuxièmement, il habite avec des êtres qu'on comprend qui ne sont pas humains, qu'on comprend rapidement qu'ils sont des esprits, comme c'est mentionné à l'arrière. Donc, il y a l'esprit des portes, qui étaient des portes de bâtiments qui étaient là dans le passé dans la forêt. Il y a Thésaurine, qui est l'esprit des encyclopédies, je crois, quelque chose comme ça. Bref, et tout ça. Puis on comprend que le but de Seishi, c'est d'aider, en fait, ces gens-là, ou d'aider les différents esprits qui sont associés à soit des objets animés ou inanimés. Et qu'il y a comme une espèce de carte que les esprits qu'il a aidés doivent tamponner. Puis on comprend pas trop pourquoi. Voilà. Puis là, plus ça va, plus on avance, puis plus on a des retours. On change en fait de lieu, on change
de perspective. On va suivre, par exemple, un jeune garçon qui éventuellement va être venu lancer une pierre dans la forêt où se trouve la fameuse maison avec Seishi. Puis là, on va comprendre que ça va comme réveiller une espèce de colère de quelque chose, on ne sait pas trop c'est quoi. Fait que là, on va en apprendre plus sur l'histoire de ce petit garçon-là. C'était quoi cette pierre? Ça fait référence à une légende de la forêt de Oshigahara, qui est une légende qui est en lien avec les dieux du vent. Donc, qui fait référence au fait que, dans le fond, il y a un village qui était là avant, il n'y avait pas des bonnes conditions pour les récoltes et tout ça. Puis finalement, il a fallu qu'ils invoquent le dieu du vent pour essayer que la météo s'améliore. Puis ils ont comme un peu signé leur, entre guillemets, pas arrêt de mort, mais c'est qu'il faut toujours qu'ils rendent hommage à ce dieu-là, sinon les vents vont se retourner contre eux. Et on comprend qu'il y a aussi une histoire de... Les vents se sont déchaînés à un moment donné, il y a un couple qui a survécu, mais qui ont perdu un de leurs fils. T'sais, tout ça est mis en place. Fait que c'est sûr que quand on commence à lire ça, on est comme « Oh mon Dieu! » À chaque 3 pages, il y a un nouveau personnage. On comprend rapidement si c'est un humain ou un esprit, mais sans que ce soit totalement sûr et certain. On n'arrive pas toujours à comprendre le lien entre cette nouvelle arrivée-là et Seishi, ainsi que son lieu dans la forêt magique. Puis, je vais juste prendre mon chat parce qu'elle a bien intéressé à faire la figuration. Voilà, voilà. Bon, maintenant qu'elle a vu, on va la descendre. Donc, comme je vous disais, on a accès à plein de personnages. On ne sait pas trop c'est quoi qui les lie ensemble. Plus ça va, plus tout ce qui est retour dans le passé ou évocation d'une autre perspective, soit un peu plus, on avance un peu plus dans la légende, on retourne un peu dans le passé de Seishi, qu'on pense être le passé de Seishi, on en apprend un peu sur le petit garçon qui a lancé la pierre, qui a comme dans la forêt, qui a comme un peu déchaîné les choses. Éventuellement, on commence à voir que peut-être quelque chose se dessine pour que tout se relie. Et enfin, vers le dernier tiers, va arriver évidemment un antagoniste. On ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'antagoniste. Puis c'est un personnage qui fait vraiment peur. Puis là, moi, quand j'avais acheté ça pour la bibliothèque pour laquelle je travaille, dans ma tête, c'était comme les autres mangas qui étaient dans le label. Je pensais que c'était du jeunesse, pour moi qui était comme enfant, genre moins de 10 ans, mettons. Mais là, quand ce personnage-là arrive, il est vraiment épeurant. Puis là, on tombe dans quelque chose de sombre et de très troublant. Puis on n'est pas dans le seinen, mais on est comme un peu presque dans un manga pour adultes. Là, fait que là, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, il est classé en manga ado dans nos bibliothèques, puis les bibliothèques en général. Donc ça, c'est plus logique. Je dis pas qu'un enfant pourrait pas lire, mais il faut quand même, c'est quand même impressionnant. Il n'y a pas de mort, mais c'est plus le côté un peu de terreur. J'essaie de voir si je peux vous trouver le visage du fameux personnage. Puis en même temps, quand l'arrivée de ce personnage-là est là, c'est là qu'on comprend que tout semble lié. On semble comprendre que tout ce qui a mené Seishi où il est là, tout ce qui a affecté Seishi, semble lié à ce personnage-là et à la relation de Seishi avec une genre de déesse du vent. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça a fait? J'ai voulu arrêter à peu près 4 fois dans la première demi. Et si jamais vous la lisez, ce manga-là, je vous suggère de vous accrocher puis d'y aller. Parce que, en fait, je suis encore confuse. Mais là, avec ce qui nous arrive comme information vers la fin du premier tome, en fait, je vais le rapporter aujourd'hui à la Bibli. Puis si les autres tomes sont là, je pense que je vais les prendre parce que je suis un peu curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Puis ça me fait un peu penser à... C'est absolument pas pareil, mais le côté sombre, puis même des fois un peu les traits des personnages, ça fait penser à une série de manga dont j'oublie le nom. Il me semble que c'est L'Enfant et le Maudit. L'Enfant et le Maudit. Je vais vous mettre la vignette. Puis ça, c'est vraiment un seinen, je pense, en 12 tomes, seinen manga pour adultes. Mais l'espèce de côté un peu... On est un peu plus dans la symbolique, mais on est aussi du côté sombre de la force. C'est moins sombre que L'Enfant et le Maudit, mais il y a quelque chose avec l'arrivée du fameux personnage dans le dernier tiers qui me rappelle un peu ça. Donc, j'avais quand même beaucoup aimé L'Enfant et le Maudit, même si c'était super sombre pour moi. Donc, je me suis dit, Marie-Soleil, accroche-toi. Alors, tout ça pour dire que ça va eu la peine quand même que je m'accroche. Je pense que ça va vraiment être le vlog de... Même si ça a l'air d'être confus, même si ça a l'air d'être pas dans ta tasse... Ça a l'air de pas être ta tasse de thé au niveau littéraire, accroche-toi donc, Marie-Soleil. Je pense que ça va être ça la conclusion de ce vlog-ci.
Alors, sur ces bonnes paroles, si vous voulez avoir ce vlog-ci, je vais tout de suite mettre fin à cette deuxième partie de vlog de la semaine. J'espère que d'ici à ce qu'on se revoit, vous allez avoir des superbes lectures. N'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Concernant, c'est sûr que là, j'ai lu quand même 2 nouveautés qui ne sont pas encore parues au Québec, peut-être plus en Europe. Donc, si vous êtes en Europe, puis vous avez dû voir ces nouveautés-là paraître en librairie. Mais dites-moi si vous avez déjà lu ces auteurs-là. Est-ce que ça vous donne envie de les lire ou pas nécessairement? Est-ce que vous avez déjà lu justement des mangas de ce label-là, Le Renard Doré chez Rue de Sèvres? Vous êtes les bienvenus dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Alors sur ce, on se dit nous à la prochaine!